Lorsque j'étais trapéziste avant mon accident, on était très appréciés et on était considérés comme des vrais artistes par le milieu parce que devant le public, on travaillait son longe et son filet et c'était souhaité. Vacarme. Cirque, un avenir en équilibre. Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix. Que vient chercher le public quand il se rend au cirque ? Le grand frisson, l'adrénaline face aux risques pris par les acrobates, les trapézistes, dont la vie ne tient qu'à un fil. Hier, nous avons parlé de la disparition des animaux sauvages, des cages, des cerceaux en feu, du tête-à-tête dangereux entre les dompteurs et les fauves. Ces moments suspendus où tout pouvait basculer. Silke Pan était trapéziste. Le 24 septembre 2007, un jour de répétition à Rimini, elle répète son numéro aérien avec Didier, son compagnon. Il n'y a pas de filet pour être au plus proche des conditions du réel. Elle chute. Et elle ne se relève pas. Le verdict est sans appel, Silke Pan est paraplégique. 15 ans après son accident, elle se remet en scène dans un numéro unique d'équilibre sur les mains. Nous étions avec elle à Moudon, le soir de la répétition générale, sous le chapiteau du cirque Helvetia. Après, là, elle est réglée, oui. Là, j'ai mis un scotch, puis on mettra un vrai scotch fluorescent. Donc, on essaye avec le nom. Ah, c'est l'annonce. Ça, c'est l'annonce, Je oui. m'appelle Silke Pan. Je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Frisson sous les étoiles. Reportage Katia Beach, réalisation Yves Roulin. Silke, quand vous arrivez sur la piste, vous arrivez en fauteuil roulant, avec un fauteuil roulant enchaîné au pilier. Oui. C'est comme ça que commence votre numéro. Est-ce que vous pouvez me raconter ? En fait, c'est un numéro biographique. Il y a la chute, je suis au sol, je me relève en tant qu'artiste de cirque. Et au fur et à mesure de mon numéro, je me transforme en guerrière de ma vie, en Amazone. Par-dessus mon costume, je rajoute des pièces pour qu'à la fin, j'ai repris le dessus par rapport à mon corps qui a été cassé. Et là, je défais les chaînes et je me libère pour retourner sur mon podium d'équilibriste. Et à la fin du numéro, je suis victorieuse dans la paix avec mon corps et avec la vie. C'est comme ça que vous vous sentez quand vous êtes de retour sur cette piste, libérée de ces chaînes ? Oui, c'est exactement ça. Même malgré le fait que j'ai fait une longue carrière, une belle carrière en handisport, le sport était pour moi un sparadrap qui me permettait d'accepter le handicap. Mais il n'y avait aucun moment où je pouvais l'oublier, alors que là, quand je suis sur les mains, je me sens de nouveau entière. Est-ce que vous aviez imaginé qu'un jour vous reviendriez sur la piste ? Non, sincèrement, j'ai pas du tout imaginé. Depuis mon accident, j'ai cherché, j'ai parlé à des anciens collègues de cirque, à des amis. Je dis, mais est-ce que tu connais un paraplégique qui ferait ce type d'acrobatie ? Parce que je rêve de pouvoir refaire. Puis tout le monde m'a dit non, personne, c'est pas possible. Il y a personne qui fait parce que c'est pas possible. Et puis moi, après l'accident, j'avais essayé aussi. Et à ce moment-là, mon corps, je le maîtrisais pas encore aussi bien. Et j'arrivais juste à rien faire. Et c'est vraiment au hasard d'un entraînement de musculation il y a une année que j'ai découvert
que mon corps a retrouvé une mémoire musculaire cellulaire par rapport à cette recherche d'équilibre. Donc ça s'est fait progressivement et au fur et à mesure que je progressais, que j'arrivais à lever mon bassin par moi-même, que j'avais développé cette force, que j'arrivais de nouveau à balancer sur un bras, je postais des photos sur les réseaux sociaux. Et suite à ça, j'ai été contactée. Et vu que ces demandes sont venues, je me suis dit, si les autres croient en moi, c'est peut-être qu'il faut que je croie aussi à ça. Et j'ai commencé à préparer. Finalement, je sais pas, cette porte s'est ouverte, mais elle s'est ouverte malgré moi parce que jamais j'aurais osé rêver que je revienne dans ce qui avait été ma vie d'avant. Pour moi, c'était impossible. Et ça s'est fait, alors c'est pas un rêve, c'est plus qu'un rêve. C'est aussi ça que j'ai envie de transmettre, c'est que on peut être à terre des fois, complètement, mais à tous les niveaux. Et puis, il faut continuer. On a une chose qui reste, notre cœur qui bat toujours. Alors, dans mon numéro, il y a justement les battements du cœur aussi après la chute, parce que à un moment dans ma vie, il n'y avait plus que ça. Quand j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas bouger, je pouvais à peine penser parce que la lumière me faisait mal, donc j'avais les yeux fermés, je me mettais des bouchons dans les oreilles parce que tout me faisait mal à la tête et j'étais alitée pendant 3 mois, mais complètement immobile. Donc j'avais juste rien, j'étais une espèce de momie, mais mon cœur battait et je pouvais continuer à rêver. Et de ces rêves, des choses sont nées. On peut tomber, moi je suis tombée beaucoup de fois, j'ai chuté beaucoup de fois, mais chaque fois je me suis relevée. Et même là, si je ne peux pas me relever sur mes jambes, je me relève différemment, mais je me relève. La défaite, ce n'est pas quand on chute. La défaite, c'est quand on ne se relève pas. Didier, vous êtes donc le mari de Silke Pan. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour sur la piste ? C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel et les gens vont tout de suite comprendre le numéro, vont tout de suite comprendre le message et la portée. Donc ça va être un feu d'artifice. Cette reconquête dont Silke parle, cette reconquête de son corps, est-ce que ça a été aussi une reconquête ou une reconstruction pour vous ? Non, par contre, dès le moment où j'ai vu Silke sur les mains, très sincèrement, on en a pleuré les deux parce qu'on a tout de suite compris, en tout cas moi j'ai immédiatement compris que ça ouvrait pas seulement une porte, mais un portail, quelque chose d'absolument énorme parce que moi j'ai tout de suite su que ça rallumait le feu chez elle et qu'elle allait rallumer le feu sous les chapiteaux et dans le public où qu'il soit. On voit de la fierté dans vos yeux. Bien sûr que je suis fier, je suis aussi fier que je suis heureux pour elle. Il n'y a pas de mots et on est impatient de se mettre face au public, mais le résultat, il va être là. Pour vous, Didier, depuis ce jour de septembre 2007, pour vous, la piste s'est terminée ? Ça s'est terminé en même temps que la vie d'artiste de Silke. On travaillait les deux et on est vraiment un couple à la vie comme sur la piste ou la scène. Si un des deux ne fait pas, l'autre ne fait pas. Moi, ça me semblait logique. Je ne me voyais pas retourner sur une scène ou sur une piste, faire une performance, franchir le rideau, arriver en coulisses et demander à ma femme en chaise roulante « alors j'étais bien ». Je ne pouvais pas, c'est juste pas possible. Et maintenant qu'elle retourne à la piste, moi je suis juste derrière parce que il faut que Silke présente un numéro unique et dans son unicité, elle est époustouflante, incroyable et merveilleuse. Et Silke est l'élément gagnant. Si je suis avec elle, je gagne. Donc elle fait peut-être le soleil, mais moi je me réchauffe. Même si je suis pas dans l'ombre, je me réchauffe. Je reçois toute la chaleur qu'elle dégage. Et un numéro aérien, c'est envisageable ? Vous voulez la version radiophonique ou la mienne ? Dans tes rêves. Non, moi je veux pas.
Vous, Silke, c'est une possibilité du coup? C'est quelque chose qui vous fait rêver de reprendre un peu de hauteur? Bon, oui, sincèrement, c'est quelque chose qui me fait rêver. Je vois beaucoup de potentiel que je pourrais développer dans un numéro aérien, mais je sais que mon mari ne veut pas du tout. Je le comprends aussi parce que c'est quand même une chute d'un numéro aérien qui a terminé notre carrière, et lui il l'a vécu plus que moi d'une certaine manière, parce que moi j'ai eu un trauma crânien et j'étais inconsciente, donc je me souviens pas de cet accident, et je comprends qu'il veut pas revivre ça. C'est pas que ça. Hein. Non, mais c'est pas que ça. Je pense aussi sincèrement qu'un numéro aérien dans ta situation n'arrivera pas à être gracieux. Je le vois pas comment. Donc déjà que j'ai pas envie, et en plus j'ai beau réfléchir, je me dis mais comment tu vas dans un numéro aérien pouvoir entraîner, gérer tes jambes sans tonicité et trouver le moyen de faire quelque chose de gracieux. Alors il y a trop d'éléments qui font que je me dis c'est une erreur, c'est dangereux, ça va pas être forcément beau, ça sert à rien, et il y a d'autres choses à faire. Oui. Ouais. Quand aujourd'hui vous voyez des artistes qui prennent des risques, ou des prises de risques peut-être disproportionnées dans un spectacle, qu'est-ce que ça vous fait? Je me dis que c'est des gens qui n'ont rien compris. Au sens du mot spectacle, le spectacle doit être spectaculaire, il doit être beau, il doit être flamboyant, il peut créer de l'émotion, mais de l'émotion positive. Et la peur, c'est pas positif. On peut faire très beau sans faire frissonner les gens. Et les gens applaudiront plus fort encore s'ils sont partenus par la peur. Il ne faut pas faire peur aux gens, il faut les ébahir. C'est la piste aux étoiles, c'est pas la piste aux glaçons. Ça ne doit pas nous glacer le dos, ça doit au contraire, on doit avoir les yeux qui brillent. Donc les artistes qui prennent des risques inconsidérés, je dis bien inconsidérés. Maintenant, un numéro aérien, c'est de toute façon une prise de risque. On n'est pas dans notre élément. Mais le risque, il est calculé, il est maîtrisé, il est répété. Et le fait de travailler sans filet, déraisonnablement trop haut, moi, j'ai pas le respect de ces gens-là. Ils m'impressionnent pas et ils n'ont pas marqué de points avec moi. C'est quelconque. Voilà. Est-ce que, Silke, vous trouvez qu'effectivement, il y a parfois des prises de risques inconsidérées dans les artistes, dans les numéros de cirque? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai eu l'accident, il y avait une certaine prise de risque, mais on n'était pas dans une prise de risque inconsidérée. Sincèrement, toutes les performances que je faisais en aérien, je les travaillais méthodiquement, et puis dans un premier temps, je les travaillais avec une longe de sécurité ou avec un tapis. Et après, pour le spectacle, bien sûr, il fallait arriver au moment où on pouvait travailler sans la longe, sans le tapis. Mais après, je vois des artistes qui font des performances qui sont vraiment basées en grande proportion, surtout sur le risque, sur la prise de risque. Et ça m'irrite parce qu'on sait la prise de risque à défaut de la performance. Le principal, ça doit être la beauté artistique et la performance, avant tout. Est-ce qu'il y a des directions de cirque ou des cirques qui demandent effectivement aux artistes de prendre plus de risques? Bien sûr, oui. Lorsque j'étais trapéziste avant mon accident, on était très appréciés et on était considérés comme des vrais artistes par le milieu, parce que devant le public, on travaillait sans longe et sans filet, et c'était souhaité. Vous aussi, Didier, vous aviez ce sentiment que si on travaillait avec une longe de sécurité, on n'était pas un vrai artiste? En tout cas, on n'était pas considéré comme tel dans le milieu? Alors moi, on m'a jamais mis de pression, quoi que ce soit, parce qu'ils n'arrivent pas. Mais ça se savait. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Dans le monde du spectacle, dans le monde du cirque, dans les vieilles familles de cirque, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Quand on arrive sur place, on sait déjà. On sait. Demande pas de tapis, tu l'auras pas. Il est au fond du camion, on n'arrive pas à le sortir, il est sale, il est moisi. Non, mais c'est mieux son. Voilà, il est pas beau, il est tout sale, on doit le nettoyer. Enfin, essaye de faire son. T'en as vraiment besoin, t'es sûr? T'es pas sûr de toi? Si, t'es sûr. Bah alors t'as pas besoin de tapis. Donc voilà. Puis après, c'est une décision personnelle. Maintenant, des fois, c'est un peu une forme
de chantage, parce que si on refuse cet engagement où on sait qu'on n'aura pas forcément toutes les sécurités qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on a un autre engagement qui correspondra à notre monde. Et comme tous les mois on doit payer nos factures, de temps en temps on est soumis à cette pression économique, quoi. Il faut travailler. Maintenant, si l'artiste il veut, parce qu'il vient en plus d'une vieille famille de cirque et tout, que dans sa famille, on en parle encore comme ça, qu'il a son grand-père et son grand-oncle qui lui dit moi, quand j'étais jeune, je travaillais sans filet. Il y en a encore qui, mais c'est pas noté dans les contrats, vous travaillerez sans filet. Jamais. Jamais. Certains artistes ont une certaine fierté par rapport à ça. C'est-à-dire, moi j'ai ce courage, moi je suis fort, j'ai un mental hyper fort et je veux travailler sans filet. Il y en a certains. Force est concentré. Certains, ils ont besoin, ils ont envie de ça. Mais je pense que le fait que les artistes se renouvellent aussi, qu'ils deviennent, que la relève elle est jeune, beaucoup d'artistes de cirque sortent d'écoles de cirque et non plus simplement du chapiteau, ils ne sont plus forcément issus de familles de cirque, donc ils ont été formés dans des écoles, et dans les écoles on commence à insister sur l'aspect sécurité. Donc le cirque traditionnel avec les vieilles familles de cirque, avec les vieux directeurs de cirque, je pense qu'eux il faut qu'ils évoluent vite parce qu'autrement ça risque d'être marche ou crève. Après, un triple supérieur. André-Joseph Bouglione, est-ce que dans un spectacle de cirque, la prise de risque, elle en fait partie? Et est-ce que vous, en tant que directeur de l'éco-cirque, vous diriez par exemple à un trapéziste non, tu ne fais pas ton numéro sans filet? Alors, on laisse les artistes totalement libres là-dessus, on ne leur impose aucune contrainte. Certains prennent des risques particuliers, ils préfèrent le faire avec des longes, et d'autres préfèrent le faire sans longe, et on respecte ça. Ça fait partie du truc. C'est vrai que ça peut être choquant pour la génération actuelle, mais en réalité, c'est un petit peu ce qui fait l'essence du cirque. Ce côté sincère jusqu'au bout, on ne triche pas. Et en même temps, je pense que secrètement, le public aime bien voir ces risques-là, ces prises de risques. Ah ouais. Justement, bien sûr, ça fait partie de la magie du cirque. Est-ce que la peur, ça fait partie des émotions qu'on cherche sous un chapiteau quand on est spectateur? Alors ça me fait penser à une époque où j'avais des lions ou des tigres, où il y avait des gens qui venaient à chaque spectacle. Et un jour, on leur a demandé, c'est bizarre, vous venez à chaque spectacle. Il faut savoir qu'à l'époque, je présentais des lions en férocité. Et en fait, ces gens-là nous ont avoué qu'en fait, ils pensaient que j'allais me faire manger un jour par mes lions et ils voulaient juste être là pour assister au spectacle. C'est sympa. Enfin voilà. Non, mais ça fait partie du jeu. En fait, il faut savoir qu'un spectacle de cirque, pour moi, c'est vraiment un vrai voyage dans les émotions. Il y a le charme, il y a le rire, tout ça c'est des émotions. La peur en fait partie, bien entendu, presque l'angoisse même, bien sûr. Donc vous, quand vous étiez en face d'un lion, vous cherchiez à faire peur au public ? Oui, complètement, ça fait totalement partie du truc. Il faut toujours essayer c'est un métier de fanfaron tout simplement. Regarde ce que je sais faire. Mais j'aimais beaucoup susciter des vraies émotions de peur, d'angoisse dans le public, bien sûr. On cherche tous ça. Est-ce que dans des grandes familles de cirque, il y avait effectivement l'idée de se dire, sans sécurité, t'es un meilleur artiste? C'est un honneur de le faire sans sécurité. Et un déshonneur pour certains de le faire avec des sécurités. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Il y a même parfois une surenchère à celui qui a pris le plus de risques. Mais est-ce que finalement il y a vraiment besoin de tout ça? De prendre tous ces risques? Non, je pense pas. Je pense que la qualité technique des numéros surpasse aujourd'hui la prise de risque. À une époque, il y avait plus de prise de risque parce que techniquement, c'était plus pauvre. Maintenant, c'est vrai que le niveau technique a monté d'une façon incroyable. Il n'y a plus vraiment besoin
que le risque soit l'élément valorisant. Je connais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est une roue de la mort. Avec à l'intérieur, l'intrépide André Ocorella. My name is Roman Markin. We work EcoCirc, my family, my son Dima, my wife Elena. It's dangerous what you do? No, yes, my act dangerous. No, I love my work because I love dangerous. If no dangerous, no good act. No, for me, only for me. C'est quoi ce que t'as préféré? La roue, quand le monsieur il est allé sur la roue, il a fait de la corde à sauter. Ah ouais. Et ça c'était super dangereux. Oui. Ça s'appelait la roue de la mort quand même. Oui. Toi t'aimes bien quand c'est des numéros dangereux? Un peu. J'ai un peu peur pour eux quand même. Ça fait peur, hein. On a eu peur pour le monsieur. Est-ce que pour vous, s'il y avait des numéros qui étaient un petit peu moins dangereux, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Ben oui, je pense qu'il faut un peu de tout, c'est le cirque, hein. Il faut de l'humour, il faut des choses un peu dangereuses qui nous tiennent en haleine. Et je trouve que c'est bien rythmé, il y a un peu de tout ça. Moi, j'ai pas trop peur parce que ils se sont beaucoup entraînés. Ouais. Et moi, les deux choses que j'ai préférées, la roue de la mort et les acrobates. Et une famille mythique de l'histoire mondiale du cirque, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Flying Mannequins. Ça c'est beau. Mesdemoiselles, messieurs, chers enfants, bonjour et bienvenue sous le chapiteau du cirque Helvetia. Pour le confort et la sécurité de tous, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte du chapiteau. Silke et Pan, c'est quelques minutes avant le début du spectacle. Comment vous vous sentez? Vous êtes en train de vous échauffer? Oui, je me sens bien. J'ai la tension, mais la tension nécessaire pour être réveillée, concentrée et donner le meilleur de moi-même. Et je me réjouis de rencontrer le public ce soir. Ce costume, c'est vous qui l'avez choisi? C'est moi qui l'ai dessiné et c'est un costume rouge avec des applications pailletées. Le rouge de l'amour qui efface la douleur. Et le rouge du sang aussi de mon accident qui se transforme en rouge de vie. Et derrière, j'ai une application pailletée en forme de phénix. Et ce costume, c'est ma renaissance. Et maintenant, cher public, place au spectacle. Vacarme. La défaite, ce n'est pas quand on chute. La défaite, c'est quand on ne se relève pas. Nous entendions Silke et Pan qui répondait à Katia Beach dans ce reportage réalisé par Yves Roulin. 058 236 236 0, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour nous dire si vous aimez voir ces prises de risques. Un numéro de trapèze est-il plus beau, plus fort si les artistes ne sont pas sécurisés? Au contraire, la peur de l'accident vous gâche le plaisir du spectacle. Dites-le nous au 058 236 236 0. Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Diane Dufaux,
Stéphanie Coudray. Demain, nous irons voir comment, en Suisse, les futurs circassiens et circassiennes galèrent pour se former au métier. Tous les artistes suisses, finalement, se retrouvent à faire des formations à l'étranger. Et comme une formation, c'est souvent un réseau, restent dans leur réseau, que ce soit au Québec, en France, en Hollande. Et que la réalité d'artiste de cirque en Suisse est vraiment très compliquée à vivre, en termes financiers d'abord, et en termes, encore une fois, d'aide structurelle. Profession acrobate, un reportage à découvrir demain dès 13h sur La Première.